pouvons le définir à deux niveaux. Tout d'abord au niveau macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle humaine, tel que vous avez pu le voir au collège par exemple. On appelle solide tout corps ayant une forme propre, c'est-à-dire un volume propre. On peut aussi le définir au niveau microscopique. Alors, les solides vont être constitués de différentes entités, ces entités pouvant être des atomes, des molécules ou des ions. Ces entités vont être proches les unes des autres. Alors proche, évidemment, c'est une notion qui est relative. Les entités vont être plus proches que dans un liquide ou dans un gaz. Il va y avoir une relative absence de liberté entre entités. Alors cela ne signifie pas que ces différentes entités vont être immobiles, mais il va y avoir une vibration de ces différentes entités, atomes, molécules ou ions, autour de positions d'équilibre. Alors la température de fusion, alors je rappelle que la température de fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Alors pourquoi est-ce que je parle de température de fusion? Eh bien la température de fusion, ça va nous donner une indication sur l'intensité des interactions entre les différentes entités. En effet, plus la température de fusion est élevée, plus les interactions entre les différentes entités constituant le solide sont grandes. Alors on va maintenant parler du solide ionique. Alors un solide ionique est constitué d'une succession régulière d'ions négatifs et d'ions positifs en nombre tel que la charge globale soit nulle. Alors un petit rappel sur les ions. Alors un ion, c'est une espèce qui est chargée. Il existe donc deux types d'ions, des ions positifs qu'on appelle cations et des ions négatifs qu'on appelle anions. Alors la charge, toute espèce chargée, a une charge qui est un multiple de la charge élémentaire qui est notée E. Alors la charge E, la valeur n'est pas à apprendre, vaut 1,6 10-19 coulombs, le coulomb étant l'unité de charge. Deux exemples, l'ion sodium Na+, donc il a une charge plus, la charge est notée en haut à droite, et donc sa charge vaut plus E. Deuxième exemple, l'ion sulfate, charge 2-, ça veut dire que la charge vaut moins 2E. Sur la structure du solide ionique, alors, nos premières représentations d'un solide ionique, on voit sur ce schéma que ce solide ionique est constitué d'un empilement régulier d'ions négatifs, représentés en vert, et d'ions positifs, représentés en gris. Et cette succession se répète dans l'espace. Alors qu'est-ce qui permet de maintenir ensemble ces ions? Ce qui permet de maintenir ensemble ces ions, c'est une force. Et cette force se manifeste de deux manières. Soit les deux ions sont de charge opposée, auquel cas l'interaction est attractive, soit les ions sont de même charge, soit positive, comme représenté sur le schéma, soit négative. Dans ce cas-là, la force exercée par l'un sur l'autre est répulsive. Cette force est donnée par la loi de Coulomb. Coulomb, c'est un scientifique. Et elle s'exprime de la manière suivante. La force exercée par A sur B est égale à la force exercée par B sur A. C'est égal à une constante, K, multipliée par les valeurs absolues des charges, divisée par la distance au carré. La force est en newton, la distance en mètres, les charges QA et QB en coulomb, et K est une constante qui vaut 9 fois 10 puissance 9. Dernière chose concernant le solide ionique, la formule statistique. La formule statistique, ça représente les proportions relatives de chaque ion dans le solide. Je rappelle que globalement, la charge du solide ionique est neutre. Alors concrètement, on va voir cela sur deux exemples. Alors tout d'abord, le sel, NaCl. Alors vous remarquerez que dans la formule statistique, on ne représente pas les formules des ions. Et donc, on ne peut pas, grâce à cette formule, connaître les formules des ions. Il faut donc les connaître. Ou alors, on les donne. Donc par exemple pour NaCl, NaCl est constitué d'ions Na+, et d'ions Cl-. Il y a donc une charge plus pour Na, plus une charge moins pour Cl-. Il y a donc autant de charges plus que de charges moins. Globalement, la charge est donc nulle. Deuxième exemple, le fluorure de calcium, CaF2. On ne connaît pas non plus la charge des ions grâce à cette formule, il faut donc la donner. Donc ce solide ionique est constitué d'ions Ca2+, et d'ions F-. Donc 2 charges plus,
une charge moins, il faut donc 2 fois plus d'ions F-, ce qui fait donc 2 charges moins, que d'ions Ca2+, ce qui fait 2 charges plus. Et donc, globalement, la charge est nulle. Passons maintenant au solide moléculaire. Et on va voir cela sur un exemple. L'exemple du diode. Alors voilà une représentation microscopique du solide I2. Alors, les petites sphères représentent les atomes d'iode et la petite barre au milieu représente la liaison entre les atomes d'iode dans la molécule. C'est donc la liaison covalente telle qu'on a pu le voir dans un cours précédent, c'est-à-dire la mise en commun d'électrons. Mais s'il y a une cohésion du solide, ça signifie qu'il y a nécessairement des interactions entre les différentes molécules de d'iode, ce qui maintient la cohésion du solide. Cette interaction, je l'ai notée en pointillé. Il existe donc des interactions entre les différentes molécules. Bilan, dans le solide moléculaire, il y a donc deux sortes de liaisons. Des liaisons qu'on peut qualifier d'intramoléculaires, entre les atomes de la molécule, donc au sein de la molécule. Ce sont des liaisons covalentes, mais aussi des liaisons intermoléculaires, entre les molécules. Cette liaison entre les molécules est appelée liaison de Van der Waals, en l'honneur du scientifique qui les a découvertes. Alors on ne va pas détailler la nature de ces interactions, il faut simplement savoir que ces interactions de Van der Waals sont liées à la déformation du nuage électronique au sein des molécules. Donc plus cette déformation est importante, plus la liaison de Van der Waals est importante. Alors il existe une autre sorte de liaison intermoléculaire qu'on appelle liaison hydrogène. Pour la mettre en évidence, on va considérer un corps que vous connaissez bien. Ce corps est constitué de molécules constituées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire d'eau. Il s'agit donc d'eau solide, c'est-à-dire de glace. Donc la glace, c'est bien un solide. Et ce qui maintient la cohésion de la glace, ce sont des liaisons entre les molécules, représentées ici en pointillé. Alors pourquoi on parle de liaison hydrogène? On va développer ça après. Et on peut déjà dire que cette liaison hydrogène met en jeu un atome d'hydrogène. Alors, comment mettons en évidence cette liaison hydrogène différente de la liaison de Van der Waals? Alors on met ça en évidence grâce simplement aux mesures des températures de fusion. Alors on va évidemment pas mesurer les températures de fusion de n'importe quel corps, on va considérer des molécules appartenant à une même famille d'éléments. Alors je rappelle qu'une famille d'éléments, ce sont des éléments qui appartiennent à une même colonne. Et comme ces éléments appartiennent à une même colonne, ils ont le même nombre d'électrons de valence et forment donc des molécules similaires. H2TE, H2SE, H2S, H2O pour l'eau par exemple. Alors si on considère la famille de l'oxygène, donc la colonne ici, colonne 16. Qu'est-ce qu'on constate? Si on regarde la partie droite de la courbe, donc la courbe du haut, on constate que plus les éléments sont gros, donc quand on descend de S, SE, TE, plus la température de fusion est grande. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la température de fusion est une indication de l'intensité des interactions entre molécules. Donc plus la température de fusion est grande, plus l'interaction entre les molécules est grande. C'est logique parce que plus elles sont grandes, plus la déformation du nuage électronique est grande et donc plus la force de Van der Waals est grande. Et on constate donc qu'il y a une anomalie pour l'eau. En effet, si l'on ne devait tenir compte que des forces de Van der Waals, la température de fusion de l'eau serait beaucoup plus faible, très inférieure à 0. La même remarque peut être faite pour la famille de l'azote. Il y a une anomalie pour l'azote. Alors à quoi est due cette anomalie? Eh bien c'est la liaison hydrogène. La liaison hydrogène est une liaison intermoléculaire entre deux molécules et qui fait intervenir un atome d'hydrogène. Cet atome d'hydrogène doit être lié à un atome A, qui est soit de l'azote, de l'oxygène, du fluor ou du chlore, dans la première molécule, et cette liaison intermoléculaire fait intervenir une seconde molécule contenant un atome B qui est de l'azote, de l'oxygène essentiellement, du fluor et du chlore. Alors deux exemples, en plus de l'eau. Tout d'abord, une molécule appelée méthanol. Alors en pointillé, on voit bien qu'il s'agit d'une liaison hydrogène. En effet, ici j'ai un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène par une liaison covalente. Et dans la seconde molécule B, on voit qu'il y a un atome d'oxygène. Donc il s'agit bien d'une liaison hydrogène.
Dernier exemple, et pas des moindres, qui fait intervenir une molécule dont vous avez entendu certainement parler en SVT, c'est la molécule d'ADN, donc qui sert de support au gène. Alors, vous voyez que, comme vous devez le savoir, la molécule d'ADN est constituée de deux brins qui sont liés l'un à l'autre. Eh bien, qu'est-ce qui fait la liaison entre les deux brins d'ADN? Eh bien, ce sont des liaisons hydrogènes. Donc, je rappelle que la liaison entre les brins d'ADN se fait via les bases azotées. J'ai donné ici deux exemples entre la guanine G et la cytosine C. Eh bien, les interactions entre les bases azotées se font par l'intermédiaire de trois liaisons hydrogènes, comme vous pouvez le constater sur le schéma. Donc, pour résumer, les interactions au sein des solides moléculaires, il en existe donc de deux types, des liaisons de Van der Waals, qui ont lieu pour toutes les molécules, et des liaisons hydrogènes qui n'ont lieu que pour les molécules contenant des atomes d'hydrogène liés à des atomes d'oxygène, d'azote, de fluor ou de chlore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.